Il y a des jours qui changent tout, des jours que l'on porte comme une cicatrice invisible qui fait mal chaque fois qu'il pleut ou que quelqu'un prononce le mot famille. Ce jour-là, j'avais mis ma robe grise, celle que j'avais achetée au solde 6 mois auparavant. Pas la plus belle, mais la plus décente que je pouvais m'offrir avec mon salaire de femme de ménage. J'avais attaché mes cheveux en chignon simple et porté les boucles d'oreilles en perles que ma mère m'avait léguées avant de mourir. Je voulais être présentable. Je voulais que mon petit frère soit fier de moi, au moins ce jour-là. Mais l'amour, vous savez, ne suffit pas toujours. Parfois, la honte est plus forte que le sang. Je m'appelle Élise. J'ai 63 ans aujourd'hui, mais cette histoire remonte à 15 ans, quand j'en avais 48. L'âge où l'on pense avoir tout compris de la vie, mais où la vie vous montre que vous ne savez rien. J'ai grandi à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, dans un petit appartement HLM avec mes parents et mon frère Thomas, qui avait 12 ans de moins que moi. Papa travaillait comme ouvrier dans une usine métallurgique, maman était couturière à domicile. On n'avait pas grand-chose, mais on avait de l'amour. Les dimanches, maman préparait un pot au feu qui embaumait tout l'immeuble. Et papa nous emmenait nous promener au parc de la Tête d'Or quand il ne pleuvait pas. Thomas était le rayon de soleil de la famille. Petit, blond, avec des yeux bleus pétillants, il dévorait les livres et rêvait de devenir ingénieur. Maman disait toujours « Ce petit ira loin. Tu verras, Élise, il a quelque chose dans la tête. » Moi, j'étais moins brillante à l'école, mais j'aimais aider maman à coudre, à cuisiner. J'étais l'aînée, celle qui protégeait, qui rassurait. Puis, le ciel nous est tombé sur la tête. J'avais 10 à 8 ans, Thomas 6. Maman a eu un accident de voiture en rentrant du marché. Elle n'a pas survécu. Papa s'est effondré. Il ne parlait plus, ne mangeait plus, regardait dans le vide pendant des heures. L'usine l'a licencié quelques mois plus tard pour absence répétée. Je venais d'obtenir mon baccalauréat. J'avais été acceptée à l'université pour étudier les lettres. Mon rêve secret était de devenir professeur. Mais qui allait s'occuper de Thomas? Qui allait payer le loyer, la nourriture, les factures? Papa était un fantôme. Il fallait quelqu'un de solide. Alors j'ai fait ce que font les aînés dans les familles comme la nôtre. J'ai renoncé. J'ai trouvé un emploi de femme de ménage dans une entreprise de nettoyage. Le matin à 5 heures, j'étais debout pour faire les bureaux de la Part-Dieu avant que les employés n'arrivent. L'après-midi, je faisais des ménages chez des particuliers dans les beaux quartiers. Le soir, je rentrais épuisée, mais je préparais le dîner pour Thomas, je vérifiais ses devoirs, je lui lisais des histoires avant de dormir. Papa restait dans sa chambre la plupart du temps. Parfois, je l'entendais pleurer. Les années ont passé. Thomas a grandi. Il était intelligent, travailleur, aimable. Tous ses professeurs l'adoraient. Moi, je continuais à nettoyer des bureaux et des maisons. Mes mains sont devenues rugueuses. Mon dos me faisait mal, mais je ne me plaignais jamais. Quand Thomas me demandait « Élise, pourquoi tu ne t'achètes jamais de nouveaux vêtements ?» Je lui répondais « J'en ai assez, ne t'inquiète pas. » Je portais les mêmes 3 robes depuis des années, raccommodées tant de fois qu'elles tenaient à peine. Mais Thomas avait toujours des cahiers neufs, des livres, des vêtements propres. À 16 ans, Thomas a été accepté en classe préparatoire scientifique dans un bon lycée. Il était radieux. Papa, pour la première fois depuis des années, a souri. « Tu vois » m'a-t-il dit ce jour-là. Marie aurait été fière. C'était la première fois qu'il prononçait le prénom de maman sans pleurer. Puis, 1 an plus tard, papa a rencontré quelqu'un, Madame Geneviève Laurent, une femme d'une 50aine d'années, veuve d'un chef d'entreprise, propriétaire d'un appartement dans le 6e arrondissement de Lyon, le quartier chic. Elle avait de l'argent, des relations, une élégance naturelle. Papa l'avait rencontrée dans un groupe de soutien pour personnes endeuillées. Elle semblait gentille au début. Elle souriait beaucoup, parlait doucement, apportait des gâteaux quand elle venait nous voir dans notre petit HLM. Papa reprenait vie. Il sortait de sa chambre, se rasait, s'habillait correctement. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Il avait le droit d'être heureux, non, même si, au fond de moi, quelque chose me serrait la gorge quand je les voyais ensemble. Ce n'était pas de la jalousie. C'était autre chose, une intuition. 6 mois après leur rencontre, papa et Madame Laurent se sont mariés discrètement à la mairie. Papa a déménagé chez elle. Thomas et moi sommes restés dans notre HLM. Papa disait que c'était pour ne pas perturber les études de Thomas,
qu'il continuerait à payer le loyer. Madame Laurent avait souri en disant « Bien sûr, les enfants ont besoin de stabilité, mais les choses ont changé. Papa venait nous voir de moins en moins. Une fois par mois, puis une fois tous les 2 mois. Madame Laurent avait toujours une raison. Ils partaient en voyage, ils avaient des obligations sociales, elle ne se sentait pas bien. Thomas commençait à poser des questions. Pourquoi papa ne vient plus? Est-ce qu'il nous aime encore? Je mentais. Bien sûr qu'il t'aime. Il est juste occupé. Thomas a été admis à l'École centrale de Lyon, une des meilleures écoles d'ingénieurs de France. J'ai pleuré de joie quand il m'a annoncé la nouvelle. Mes sacrifices n'avaient pas été vains. Mon petit frère allait avoir une belle vie, meilleure que la mienne. C'était tout ce qui comptait. Papa a payé les frais de scolarité. Enfin, Madame Laurent a payé, je pense. Thomas a emménagé dans une résidence étudiante. Il venait me voir le dimanche pour déjeuner dans notre petit appartement. Je préparais ses plats préférés, la blanquette de veau de maman, le gratin dauphinois. Il me racontait ses cours, ses projets, ses nouveaux amis. J'étais heureuse. Mais petit à petit, j'ai remarqué des changements. Thomas parlait différemment. Il utilisait des mots que je ne connaissais pas. Parlait de restaurants chics où il allait avec papa et Madame Laurent, de voyages à Paris, à Londres. Il portait des vêtements de marque que je n'aurais jamais pu lui acheter. Un jour, il est arrivé avec une montre Omega au poignet. « C'est Geneviève qui me l'a offerte pour mes 20 ans, a-t-il dit avec fierté. Geneviève. Il ne disait plus « Madame Laurent ». Il l'appelait par son prénom avec familiarité. Un dimanche, il n'est pas venu déjeuner. Il m'a envoyé un SMS. « Désolée, Élise, je suis invitée chez des amis. » Le dimanche suivant non plus. Puis, ses visites sont devenues mensuelles. Je ne disais rien. Je ne voulais pas être cette sœur possessive, envahissante. Il avait sa vie, ses amis, son avenir. C'était normal. Puis, un jour, Thomas est venu me voir. Il avait 23 ans, venait de décrocher son diplôme. Il était radieux, mais aussi un peu gêné. Il s'est assis sur le canapé usé de notre salon et a dit « Élise, j'ai quelque chose à te dire, je vais me marier. » Mon cœur a fait un bond. C'est merveilleux. Qui est-ce? Il a sorti son téléphone et m'a montré la photo d'une belle jeune femme blonde, souriante. Elle s'appelle Camille. On s'est rencontrés à l'école. Son père est directeur chez Renault. J'ai souri, mais quelque chose dans sa voix me dérangeait. Il ne me regardait pas dans les yeux. Le mariage sera en juin, a-t-il continué. À Lyon, dans un château. Geneviève organise tout. Et papa? Ai-je demandé. Papa est d'accord, bien sûr. Il est très heureux. Puis, après un silence, il a ajouté « Tu es invité, évidemment, évidemment. » Le mot m'a piqué comme une aiguille. Les semaines suivantes, je n'ai eu aucune nouvelle des préparatifs. Pas d'invitation officielle, pas d'appel pour discuter de la robe, du cadeau, de quoi que ce soit. J'ai appelé Thomas plusieurs fois. Il répondait brièvement, toujours pressé. « Geneviève s'occupe de tout, ne t'inquiète pas. Je te tiens au courant. » 2 semaines avant le mariage, j'ai reçu une enveloppe. À l'intérieur, un carton d'invitation luxueux, doré sur les bords, avec des lettres en relief. Monsieur Robert Moreau et Madame Geneviève Laurent ont l'honneur de vous inviter au mariage de Thomas Moreau et Camille Duchamp. Mon nom à moi n'était même pas mentionné. J'étais juste une invitée parmi d'autres. J'ai acheté cette robe grise au solde. Je n'avais pas les moyens de m'offrir quelque chose de neuf dans une boutique chic. J'ai économisé pendant des mois pour acheter un cadeau décent, un service à thé en porcelaine de Limoges que j'ai trouvé dans une brocante. Pas neuf, mais élégant. Le jour du mariage, j'ai pris le tramway, puis un bus pour arriver au château, situé à une 30aine de kilomètres de Lyon. Un vrai château du XVIIIe siècle, avec des jardins à la française, des fontaines, des statues. Des voitures de luxe étaient garées devant. Mercedes, BMW, même une Bentley. Les invités descendaient, tous habillés comme dans les magazines de mode. Les femmes portaient des robes de créateurs, des chapeaux extravagants, des talons vertigineux. Les hommes étaient en costume sur mesure. Et moi, dans ma robe grise des soldes, avec mon sac à main en simili-cuir usé et mes boucles d'oreilles en perles de maman, je me sentais comme une intruse. Je suis entrée dans le château. Un homme en livrée vérifiait les invitations.
Il a regardé la mienne, puis m'a regardé de haut en bas avec un léger froncement de sourcils. « Suivez les autres invités, madame », a-t-il dit d'un ton neutre. J'ai marché dans le grand hall, intimidé par les lustres en cristal, les tableaux anciens, les dorures partout. Les invités bavardaient par petits groupes, leur rire résonnait sous les hauts plafonds. Personne ne me parlait. Je ne connaissais personne. J'ai cherché Thomas du regard. Je l'ai vu au loin, entouré d'amis, riant aux éclats. Il portait un costume gris anthracite impeccable, une pochette assortie, des boutons de manchette en or. Il était beau, radieux, mon petit frère. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Toutes ces années de sacrifice, tous ces matins à 5 heures, toutes ces soirées où j'avais mal au dos, c'était pour ce moment, pour le voir heureux. Je me suis approchée. « Thomas », ai-je dit doucement. Il s'est retourné. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. De la surprise, de la gêne, puis il a souri. Mais ce sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Élise, tu es venue. »« Bien sûr que je suis venue, » ai-je répondu en l'embrassant. Ses amis me regardaient avec curiosité. Thomas ne m'a pas présenté. Il y a eu un silence gênant. Puis un de ses amis a dit « Bon, on va prendre un verre », et le groupe s'est éloigné. Thomas m'a dit rapidement « On se voit tout à l'heure, d'accord ?» Je dois accueillir les invités. Et il est parti. Je me suis retrouvée seule au milieu de cette foule élégante. J'ai cherché papa. Je l'ai aperçu près de la cheminée, en grande conversation avec Madame Laurent et un groupe de gens distingués. Il portait un costume neuf, une cravate en soie. Il riait, gesticulait, l'air détendu. Je ne l'avais pas vu comme ça depuis la mort de maman. Je me suis approchée. « Bonjour, papa. » Il s'est retourné. « Ah, Élise. » Il m'a fait une bise rapide. « Tu as trouvé le chemin sans problème ?»« Oui, j'ai pris le tramway et le bus. » Madame Laurent m'a regardée avec un sourire poli mais froid. « Le tramway ? Ma pauvre, vous auriez dû nous le dire, nous aurions envoyé une voiture. » Le ton était condescendant. « Ce n'est pas grave, » ai-je murmuré. Papa a repris sa conversation avec les autres invités, me tournant à moitié le dos. Je suis restée là quelques instants, me sentant complètement invisible, puis je me suis éloignée. La cérémonie a eu lieu dans les jardins, sous une arche de roses blanches. Les chaises étaient décorées de rubans de soie. J'ai cherché ma place. Il y avait des petits cartons avec les noms sur chaque chaise. J'ai cherché le mien. Première rangée ? Deuxième ? Non. Troisième ? Quatrième ? Je continuais à chercher. Finalement, je l'ai trouvé. Dernière rangée, tout au bout, à côté de gens que je ne connaissais pas et qui, apparemment, ne connaissaient personne non plus. La place des invités de second rang, ceux qu'on invite par politesse. Je me suis assise, sentant mon cœur se serrer. Devant moi, au premier rang, étaient assis les parents de Camille, Madame Laurent, papa, des gens en costume et robes de haute couture. Thomas est arrivé, accompagné de son témoin. Il était magnifique. Puis Camille est entrée au bras de son père, dans une robe de mariée somptueuse qui devait coûter plusieurs milliers d'euros. Tout le monde s'est levé. Moi aussi. J'ai applaudi avec les autres. Pendant toute la cérémonie, Thomas n'a pas regardé une seule fois vers moi. Pas une seule fois. Il regardait Camille, il regardait papa, il regardait Madame Laurent au premier rang. Mais pas moi. C'était comme si je n'existais pas. Après la cérémonie, il y a eu le vin d'honneur. Des serveurs en livrée circulaient avec des plateaux de champagne et de canapés sophistiqués. Je me suis servi un verre, je suis restée dans un coin. Les gens bavardaient, riaient, se congratulaient. Personne ne me parlait. J'étais un meuble. Puis est venu le moment du dîner. Une grande salle, avec des tables rondes somptueusement décorées. J'ai cherché ma place. Table numéro 12. Tout au fond de la salle, près des portes de la cuisine. À ma table, il y avait des collègues lointains de papa, des voisins de Madame Laurent, des gens qui semblaient aussi perdus que moi. La table d'honneur, au centre de la salle, était occupée par les mariés, les parents, les témoins. Papa était là, souriant, trinquant. Moi, j'étais à 12 mètres de là, invisible. Le repas a été servi. Entrée, plat, fromage, dessert. Tout était délicieux, mais je n'avais pas faim. J'avais une boule dans la gorge. Entre deux plats, il y a eu des discours. Le père de Camille a parlé de sa fille, de son bonheur, de l'avenir brillant qui attendait le jeune couple.
Madame Laurent a pris le micro et a dit d'une voix émue « Thomas, tu es comme un fils pour moi. Depuis que ton père et moi sommes ensemble, j'ai eu le privilège de te voir grandir, de t'accompagner dans tes études, de te soutenir dans tes projets. Je suis fière de l'homme que tu es devenu. » Tout le monde a applaudi. Papa pleurait de joie. Puis Thomas a pris le micro. « Je voudrais remercier ma famille, » a-t-il dit. Mon cœur a bondi. Il allait parler de moi. « Merci, papa, d'avoir toujours été là. » Papa a hoché la tête, ému. « Merci, Geneviève, pour ton soutien, ta générosité, ton amour. Tu as changé notre vie. » Madame Laurent a souri, rayonnante. Thomas a continué à remercier les parents de Camille, ses amis, ses professeurs. Mais pas un mot sur moi. Pas un seul mot sur celle qui avait renoncé à tout pour qu'il puisse aller à l'école, pour qu'il ait à manger, pour qu'il ait des livres. J'étais assise là, au fond de la salle, et c'était comme si je n'avais jamais existé. Après les discours, il y a eu la première danse. Thomas et Camille au milieu de la piste, tous les regards sur eux. Puis papa et Madame Laurent se sont joints à eux. Les invités ont applaudi. Puis d'autres couples sont venus. La musique résonnait, les gens riaient, dansaient. Moi, je suis restée assise à ma table, seule, regardant ce spectacle comme une étrangère. À un moment, je suis allée aux toilettes. En revenant, je suis passée près d'un groupe de femmes élégantes qui fumaient sur la terrasse. L'une d'elles disait « Tu as vu cette femme avec la robe grise ? Qui c'est ? Aucune idée. Une voisine peut être ? Elle n'a pas vraiment l'air de faire partie du cercle familial. Pauvre chérie, elle doit se sentir perdue ici. » Elles ont ri. Je me suis figée. Elles parlaient de moi. J'ai serré les poings. J'ai senti la colère monter. Toutes ces années, tous ces sacrifices, et j'étais devenue la femme en robe grise, dont on se moquait dans les toilettes. J'ai eu envie de crier, de hurler la vérité, de dire à tous ces gens arrogants que sans moi, Thomas ne serait jamais devenu ce brillant ingénieur qu'ils admiraient. Que c'était mon dos cassé, mes mains abîmées, mes nuits sans sommeil qui avaient payé ses études, ses livres, sa vie. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis retournée à ma table et j'ai attendu que la soirée se termine. Vers minuit, les invités ont commencé à partir. Je suis allée dire au revoir à Thomas. Il était entouré d'amis, encore en train de rire et de boire du champagne. « Thomas, je vais y aller. » Il s'est retourné, surpris. « Déjà ? » ?»« Oui, le dernier bus est à 12h30. »« Ah, d'accord. Merci d'être venue, Élise. » Il m'a fait une bise rapide et s'est retourné vers ses amis. Pas de « tu veux qu'on te raccompagne ?» Pas de « attends, je vais te parler 5 minutes. » Rien. Je suis partie dans la nuit, seule, avec mon petit sac en simili-cuir et mon cadeau que je n'avais même pas pu donner parce que personne ne m'avait indiqué où déposer les cadeaux. Dans le bus, j'ai pleuré. Des larmes silencieuses qui coulaient sur mes joues sans que je puisse les arrêter. Je me sentais humiliée, trahie, invisible. 15 ans de ma vie, 15 ans à me sacrifier. Et pourquoi ? Pour être traitée comme une invitée de seconde zone, une inconnue, une personne embarrassante qu'on cache au fond de la salle. Les semaines suivantes, je n'ai eu aucune nouvelle. Pas un message, pas un appel. Je me suis dit que Thomas était occupé avec sa nouvelle vie de marié, que c'était normal. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas normal. Ce n'était pas comme ça que les familles fonctionnaient. Ou du moins, ce n'était pas comme ça que la nôtre fonctionnait avant. 3 mois après le mariage, j'ai reçu un courrier recommandé. C'était de la part d'un notaire de Lyon. « Madame Moreau, vous êtes convoquée à une lecture de testament concernant la succession de Madame Henriette Moreau, votre grand-mère paternelle, décédée il y a 6 mois. J'ignorais que ma grand-mère était morte. Personne ne me l'avait dit. Ni papa, ni Thomas, personne. Le jour du rendez-vous, je me suis rendue à l'étude du notaire. C'était dans le centre de Lyon, un bel immeuble ancien. Dans la salle d'attente, j'ai trouvé papa, Madame Laurent et Thomas. Ils semblaient surpris de me voir. « Élise, qu'est-ce que tu fais là ?» a demandé papa. J'ai été convoquée pour le testament de grand-mère. Thomas a échangé un regard avec Madame Laurent. « Je ne savais pas qu'elle t'avait incluse », a murmuré Thomas. « Incluse ? Comme si j'étais une étrangère ?» Le notaire nous a fait entrer dans son bureau. Un homme d'une 60aine d'années, avec des lunettes et une voix posée. Il a ouvert un dossier et a commencé à lire. « Je, Henriette Moreau, saine de corps et d'esprit, souhaite léguer mes biens de la manière suivante. »
Papa écoutait attentivement. Madame Laurent aussi. Thomas regardait par la fenêtre, l'air un peu ennuyé. À mon fils Robert Moreau, je lègue ma collection de livres anciens ainsi que mes bijoux de famille. Papa a hoché la tête. À mon petit-fils Thomas Moreau, je lègue la somme de 5 000 € pour l'aider dans sa vie de jeune marié. Thomas a souri, puis le notaire a continué. Et à ma petite-fille Élise Moreau, je lègue mon appartement de 3 pièces situé rue de la République à Lyon, ainsi que l'ensemble de mes économies, soit la somme de 150 000 €. Yen. Le silence a été assourdissant. Papa s'est redressé brusquement sur sa chaise. « Quoi ?» Thomas a ouvert la bouche, stupéfait. Madame Laurent a pâli. Le notaire a continué calmement. Madame Henriette Moreau a souhaité accompagner cette décision d'une lettre explicative. « Puis-je la lire ?» Personne n'a répondu. Il a sorti une enveloppe et a lu. « Ma chère Élise, si tu entends ces mots, c'est que je ne suis plus de ce monde. Je voulais que tu saches que je n'ai jamais oublié ce que tu as fait pour notre famille. Quand ta maman est morte, tu aurais pu partir, vivre ta vie, suivre tes rêves. Mais tu es resté. Tu as pris soin de ton petit frère comme si c'était ton propre fils. Tu as travaillé dur, tu as sacrifié ta jeunesse, ton avenir, pour que Thomas puisse avoir une chance. Je l'ai vu, j'étais vieille, malade, mais je n'étais pas aveugle. Je voyais tes mains abîmées par le travail, tes yeux fatigués, ta solitude. Et je voyais aussi comment les autres t'oubliaient, te prenaient pour acquise, comme si tes sacrifices étaient normaux. Ils ne le sont pas. Alors, je te laisse cet appartement et cet argent, non pas par pitié, mais par justice. Tu mérites d'avoir une vie à toi, d'être enfin libre. Ne laisse personne te faire croire que tu ne vaux rien. Tu vaux tout. Avec tout mon amour, grand-mère Henriette. » Les larmes coulaient sur mes joues. Je ne pouvais plus les retenir. Le notaire a refermé la lettre et m'a regardé avec douceur. Papa était livide. Thomas fixait le sol, les poings serrés. Madame Laurent avait l'air outrée. « C'est scandaleux », a-t-elle dit. Henriette n'était pas dans son état normal à la fin. Ce testament peut être contesté. Le notaire l'a regardé froidement. Madame Henriette Moreau était parfaitement saine d'esprit lors de la rédaction de ce testament, il y a 2 ans. J'en atteste personnellement. Le testament est légal et incontestable. Papa s'est levé brusquement. « Élise, on doit parler. » Mais je ne voulais plus parler. Je ne voulais plus expliquer, justifier, supplier. J'ai regardé Thomas. Il ne me regardait toujours pas. Alors j'ai dit, d'une voix calme que je ne me connaissais pas, « Thomas, pendant 15 ans, j'ai mis ma vie entre parenthèses pour que tu puisses avoir la tienne. J'ai renoncé à mes études, à mes rêves, à ma jeunesse. Je t'ai aimé comme une mère. Et toi, le jour de ton mariage, tu m'as mise au fond de la salle comme une étrangère. Tu ne m'as même pas remercié dans ton discours. Pas un mot, pas un regard. Tu as remercié Geneviève qui t'a connue à 10 à 7 ans et t'a offert des cadeaux. Mais pas moi, qui t'ai nourri, habillé, aimé depuis que tu avais 6 ans. » Thomas a levé les yeux vers moi. Pour la première fois, il avait l'air mal à l'aise. « Élise, Mais je l'ai interrompu. Non. J'ai fini de justifier mon existence. Grand-mère avait raison. Je mérite d'avoir une vie à moi. Alors je prends ce qu'elle m'a laissé, non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que c'est une reconnaissance que je n'ai jamais eue de votre part. Je me suis levée et je suis sortie du bureau. Papa m'a rattrapée dans le couloir. « Élise, attends. Ne pars pas comme ça. » Je me suis retournée. « Papa, tu te souviens du jour où maman est morte ? Tu te souviens que j'avais 10 à 8 ans et que j'allais à l'université ? Tu te souviens que j'ai tout laissé tomber pour m'occuper de Thomas et de toi ?» Il a baissé les yeux. « Bien sûr que je m'en souviens. Alors pourquoi tu ne l'as jamais dit ? Pourquoi, au mariage de Thomas, tu ne t'es pas levé pour dire « Ma fille a sacrifié sa vie pour notre famille ». Pourquoi tu as laissé Geneviève recevoir tous les remerciements alors que c'est moi qui ai tout fait ? Papa ne savait pas quoi répondre. Il a murmuré. « Je pensais que tu savais que je t'étais reconnaissant. Savoir ne suffit pas, papa. Parfois, il faut le dire, il faut le montrer. Je suis rentrée chez moi ce jour-là avec un poids en moins sur les épaules. Grand-mère m'avait vue, elle m'avait reconnue. C'était déjà beaucoup. Quelques jours plus tard, Thomas est venu me voir. Il a sonné à la porte de mon HLM. J'ai ouvert. Il avait les yeux rouges. « Élise, je peux entrer ?» Je l'ai laissé passer.
On s'est assis sur le canapé usé, celui sur lequel je lui lisais des histoires quand il était petit. Il y a eu un long silence. Puis il a dit « Je suis désolé. » « De quoi ? » ?»« De tout. Du mariage, de t'avoir oublié, de ne pas t'avoir remercié, de ne pas avoir vu tout ce que tu as fait. » Les larmes coulaient sur ses joues. Geneviève disait toujours que tu étais trop modeste, que ça faisait bizarre devant ses amis. Elle me disait que je devais penser à mon image, à ma carrière, et j'ai écouté. J'ai eu honte de toi, honte de ta robe simple, de ton travail de femme de ménage, de notre petit appartement. J'ai eu honte et c'est impardonnable. Donc, je l'ai regardé. C'était toujours mon petit frère. Thomas, l'argent et le statut, ce n'est pas ce qui fait une famille. Ce qui fait une famille, c'est l'amour, le respect, la reconnaissance. Grand-mère l'a compris. J'espère que toi aussi, un jour, tu le comprendras. Il a hoché la tête. Je le comprends maintenant. Mais c'est trop tard, non ? Ce n'est jamais trop tard pour changer, Thomas, mais tu dois décider qui tu veux être. L'homme que Geneviève veut que tu sois, ou l'homme que maman aurait été fière de voir. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, je vis dans l'appartement de grand-mère. C'est un bel endroit, lumineux, avec vue sur les toits de Lyon. J'ai arrêté de faire des ménages. J'ai repris des études, à 60 ans, juste pour le plaisir. Littérature française, mon rêve d'il y a 40 ans. Thomas et moi, on se voit une fois par mois. On a reconstruit quelque chose, lentement, patiemment. Ce n'est plus comme avant, mais c'est quelque chose de nouveau, de plus honnête. Papa est mort il y a 3 ans. Sur son lit de mort, il m'a demandé pardon. Je lui ai pardonné. Parce que la rancune, ça pèse trop lourd, et j'ai déjà porté assez de poids dans ma vie. Si je raconte cette histoire aujourd'hui, c'est pour dire une chose simple. Ne laissez jamais personne vous faire croire que votre amour, vos sacrifices, votre vie ne valent rien. Vous valez quelque chose. Vous valez tout. Et si les gens autour de vous ne le voient pas, alors trouvez ceux qui le verront. Ou apprenez à le voir vous-même. Parce que c'est là que tout commence. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez jamais d'où vous venez.